Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous, excellente matinée. Je suis heureuse de vous accompagner comme chaque lundi matin avec l'équipe du lundi matin, à savoir Jawdet. Bonjour Jawdet. Jawdet Gessouma dans la rubrique Agenda culturel ce matin. Il reviendra sur le 5 juillet, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Jusqu'au 30, hein, du 5 au 30 juillet. C'est ça. Bien sûr, on parlera un petit peu de tout ce qui a marqué la semaine et en particulier des festivités du 5 juillet. Voilà. N'est-ce pas? Il y a aussi Samira. Bonjour Samira. Bonjour Samira qui est en tous. pleine forme ce matin, n'est-ce pas? Ah ouais, elle est sous adrénaline, j'ai pas compris. Tu trouves, c'est Elle va bien. nous transmettre en tout cas sa bonne humeur. J'espère. Et j'espère même aux téléspectateurs. Samira qui reviendra aussi sur le 5 juillet à travers la poésie, les Alors, 5 auteurs. alors, Cinq. pas spécialement le 5 juillet, le 5 juillet et puis la guerre d'indépendance à travers la littérature, l'engagement des auteurs, mais aussi des philosophes et enfin, de personnalités du monde littéraire qui ont influencé le roman national. Tout à fait. Très bien. On en parlera. Et vous le savez, quand on dit été, on dit aussi feu de forêt, on dit aussi prévention, donc tout concernant les incendies. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont là, qui se battent contre justement les feux de forêt. Pour nous en parler, nous avons donc Monsieur Barnaoui, qui est donc directeur de la communication de la prévention, donc au niveau donc, de la protection civile. Il sera là pour nous parler donc de tout ce qui a été mis en place pour justement suivre les feux de forêt et surtout éviter les départs de feu. Il nous en parlera en détail sur notre plateau. Nous aurons également à parler donc d'un salon qui se tiendra très prochainement à Oran. Il s'agit donc de la 13e édition donc, du salon de l'immobilier et du design. Il est appelé Eulogia. Ça se passera au niveau des conventions d'Oran, au centre des conventions d'Oran, et il nous en parlera. Cette fois-ci, la thématique tournée toujours du côté donc, de la diaspora, ils seront à l'honneur. Donc tous ceux qui vont donc exposer seront aussi destinés aussi pour la communauté. Nous aurons également Agnès Rir dans sa rubrique bien-être, santé et bien-être. Elle nous parlera donc des troubles de comportement alimentaire. Il faudra bien sûr suivre tout cela à la lettre. Et puis on terminera avec les périples de Nabila. Elle viendra nous parler donc de la belle région de Ténès, n'est-ce pas? On connaît bien, on aime bien. C'est la saison estivale, vous allez vous régaler à travers les belles plages et surtout cette belle destination qu'elle aura choisie pour nous. Voilà, on commence avec une belle chanson. Il s'agit de Fella Bella qui nous chante Temurt Rab'a Lfsoul. السحور
clip, une belle chanson qui a inspiré nos deux compères ce matin, n'est-ce pas? C'est une belle chanson. Avec un qui indice rappelle. sur le nom du village. Ah ouais? Est-ce que vous avez remarqué, Samira? Oui. Al-Sri? Non? Non, c'est Sahel, le village Sahel. Sahel qui avait hébergé une Les édition de Racontars. Racontars. D'accord. Voilà. Très bel Il y a une événement. très belle cascade Wow. Oui. en C'est un très beau dessous. Et village je pense traditionnel qui est resté quand même Traditionnel, assez voilà. typique. Voilà. Et j'avais dit j'allais leur faire un petit examen pour nous expliquer les paroles de la chanson, mais en fait ça parle de l'Algérie, n'est-ce pas? Entre autres, oui. Entre autres. Les traditions, les femmes qui sont porteuses, qui véhiculent la culture et tout. Donc elle a parlé d'une D'accord. manière très allégorique de ça. Très bien. Ça, c'est juste pour dire, voilà, on a bien écouté la chanson, n'est-ce pas? Oui, ça Allez, on va commencer tout de suite avec l'agenda culturel avec Jawdet Gessouma. J'aurais bien aimé laisser là. Alors, Oui, on va oui. commencer avec toi. Avec un programme petit assez agenda. riche. Oui, oui, c'est de plus en plus difficile de faire un agenda culturel parce qu'il y a une foisonnance un foisonnement d'activités culturelles. Mais là, particulièrement pour le 5 juillet, ça a commencé quand même la semaine dernière et ça va s'étaler donc jusqu'au 31 juillet avec un ensemble d'activités culturelles, d'événements qui ont marqué. Donc les célébrations du 5 juillet, il y a eu des actions vraiment tout azimut, dans l'une qui était très émouvante, qui a commencé le lundi dernier avec une levée des couleurs. Organisé en compagnie des autorités locales à Alger, le ministre Wali d'Alger, M. Rabhi, avec les scouts musulmans, tout ça, à la place de la résistance qui est très peu connue, mais qui est importante parce qu'elle représente Petit Omar, Ali Lapointe, Bouhamidi, Hassib Mbouli, Adollah Rahmoum. Et elle est très émouvante, donc elle n'est pas très loin du port d'Alger, pas très loin d'ailleurs de Tafoura. Et voilà, donc on voit un peu ces 4 héros qui nous ont quittés, qui étaient très jeunes. Et donc, comme c'est la fête de l'indépendance et de la jeunesse, c'était très important, donc cette levée des couleurs officielles qui s'est faite déjà dès lundi. Donc voilà, il y a aussi des défilés des défilés de voitures anciennes, des fanfares, mais alors là, les fanfares oui, les fanfares haïques, des feux d'artifice, une fusion des fanfares de toutes les maisons de jeunes du cru algérois, et avec des déambulations, toutes ces choses-là. Et ça s'est passé partout, sur tout le territoire. Et ça s'est passé partout, avec cette levée des couleurs aussi, chaque maison, chaque édifice public. Ça, c'était une soirée patriotique de chant avec toutes les grandes chansons patriotiques, les plus connues. Donc, c'était un anniversaire, un 64e anniversaire célébré sous le générique L'indépendance, un héritage pour les générations futures. Donc avec là, ce qu'on avait vu, c'était une chorale sous l'intitulé Salil Harar, les héritiers des hommes libres, qui avait chanté un peu toutes les chansons les plus connues. Sha'boul Jazairi Muslimun, Ya Shahid al-Watan, Ikhwani la tansaw shuhada. Et puis même Love Palestine de Georges Totari, chanté par le groupe suédo-palestinien Kofia. Donc il y a eu des sopranos, ils ont fait les choses et elles sont belles, hein, ces chansons. Il y avait des sopranos, il y avait des ténors, et c'était quand même des super chansons qui bien. donnent la chair de poule. Hein, Et puis après, c'était festif avec Yahya Oubladi, du grand Driassa, qui a été entonné par tout le monde. Donc on dansait, on chantait pour célébrer cette fête de l'indépendance qui est extrêmement importante pour l'Algérie. Ensuite, une conférence un peu plus calme en cours de semaine passée avec un hommage à Assia Djebbar.
Donc Zohra Imalayen, née à Cherchel le 30 juin 1936 Un et colloque. qui nous a quittés, une conférence plutôt, À l'université. décédé le 6 février 2015. Ça a été organisé par l'ANEP, qui est une des éditrices des œuvres d'Assia Djbar, en compagnie donc c'était une rencontre commémorative qui a été animée par le professeur Wahid Ben Bouaziz de l'université d'Alger, le professeur d'anglais et d'études postcoloniales à l'université de Tizi Ouzou, Ammar Gendouzi, le professeur de l'université de Tlemcen et également président du jury Hakim Miloudi. Donc on a parlé un peu, le point de départ c'était vraiment son roman La soif qu'elle a écrit à l'âge de 20 ans et qui justement évoquait cette guerre de libération à travers une sorte d'autobiographie d'une jeune femme qui se posait des questionnements. Ensuite, il y a eu l'évocation de la femme sans sépulture qui a été consacrée à la martyre Zulekha Oudey, je rappelle, qui a été arrêtée par le colonisateur et qui a été jetée par un hélicoptère. Donc, La femme sans sépulture est un roman fondateur de l'œuvre de Assia Djbar. Donc, toutes ces choses-là ont été évoquées par ce panel d'universitaires. Et c'était assez intéressant, surtout dans le contexte actuel, sachant que les premiers romans majeurs d'ailleurs de Assia Djbar ont été écrits à l'âge de 20 ans. C'est tout, hein, c'est la jeunesse, voilà, la jeunesse pertinente et puissante, voilà, qui a caractérisé un peu nos Mais tu peux faire le lien avec le fait que je vais en parler tout à l'heure. Oui. Je pense que vous allez enrichir le débat sans souci. Et puis, bon, donc on a été quand même champions. Oui. Voilà, donc malgré un peu nos mésaventures en Coupe du Monde, on a quand même été champions et ça fait plaisir. À la 23e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Oui. On appelle ça le PAMO, donc on s'est pâmé devant ce PAMO. Ils étaient tout beaux, les jeunes. Voilà, donc pour les jeunes lycéens de moins de 20 ans, eh ben, on a eu quand même 9 médailles, dont 4 en or, lors de la compétition organisée du 26 juin au 4 juillet à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, par l'Union africaine des mathématiques. Donc c'est une réussite de taille, donc, qui a fait la fierté un peu de nos officiels, de professeurs et de tout le peuple algérien, avec une équipe algérienne parmi 26 autres quand même équipes africaines. L'équipe algérienne était composée donc de lycéens issus d'établissements publics d'Alger, de Béchar, de Sétif ou de Batna. Donc ça vous donne une idée un peu de la qualité. Oui, ça fait plaisir parce que ce sont des jeunes qui vont vers l'information et ils vont vers ces inscriptions à des concours internationaux. L'excellence, parce qu'il y a eu des lycées, il y aura des lycées de mathématiques. Il y en a un à Cuba, un lycée d'excellence mathématique, qui avait commencé un peu en trébuchant, mais là, c'est le résultat quand même d'un travail très important. Et c'est une excellente nouvelle pour l'avenir de nos jeunes. Et les mathématiques, c'est tout dans la vie aussi. Hein. Voilà. Donc, et puis après, on va aller à Tlemcen pour le Haouzi, dans toutes les couleurs, dans toutes les variantes. Donc, pour la 15e édition du Festival culturel national de la musique Haouzi, qui se tiendra du 13 au 17 juillet à la Maison de la Culture Abdelkrim Dali, et qui va regrouper tout un ensemble de troupes, mais aussi des colloques, des conférences autour du Haouzi, autour de ce patrimoine, avec beaucoup d'expositions sur l'artisanat, des conférences, des colloques scientifiques qui vont évoquer un peu le Haouzi. Puis on reviendra sur Alger à travers une intervention du recteur de Jamal Al-Jazair, Cheikh Mohamed Mamoun El-Qassimi El-Husseini, qui a mis en avant le mardi dernier dans une conférence un peu le manuscrit du fiqh malikite. C'était très important. Il a demandé à tous ceux qui possèdent des manuscrits appartenant au rite malikite de les confier justement à la Bibliothèque nationale et d'autres organismes qui tiennent à maintenir ce manuscrit vivant pour ses valeurs scientifiques, évidemment
le fiqh, la jurisprudence malikite étant très importante pour Le fonds de manuscrits et l'Algérie. Donc oui. tout ce fonds de manuscrits qui est immensément riche, il avait demandé donc le recteur de Jamal Jazam dans une conférence de faire le maximum pour enrichir justement ce corpus de textes qui est important. Parlons encore de corpus de textes pour nous diriger vers Mostaganem, à travers aussi l'édition d'un deuxième volume des œuvres théâtrales complètes de Abdelrahman Kaki. Donc l'association culturelle Kaki d'Or a travaillé avec une association qui s'appelle Cartena aussi, qui est très importante dans justement le rassemblement de tous ces textes, pour enrichir un peu toute cette bibliographie des œuvres de Kaki, qui est fondateur aussi, un membre fondateur, enfin un élément fondateur du théâtre algérien. À travers donc 5 pièces majeures du dramaturge pour cette seconde édition, avec des travaux connus comme le Garab al-Salhin, Darbi, Dm al-Hub, Ifriqiya Qabla Am et Ma Qabla al-Masrah. Donc ça vient enrichir le corpus des textes d'Abdelrahman Kaki, qui complète le premier tome créé en 2022, pardon, et qui regroupait 4 pièces. Donc c'était Koul Wahadou Hukmou, Diwan al-Garagouz, Beni Kulboun et 132 ans. D'ailleurs, il y a aussi donc des ouvrages comme Ould Abdelrahman Kaki, une école dans le théâtre algérien, publié en 2024 par un collectif d'auteurs, et aussi l'auteur Jamal Ben Sabr qui a aussi créé le livre La flamme du théâtre algérien, paru en 2023. Donc tout ce corpus enrichi, très important. 43 éditions, sans transition donc, Oui. 43 éditions pour Night in Timgad. Alors oui, le Timgad. festival de Timgad se tiendra donc du 9 au 13 juillet prochain sur un site. théâtre Voilà. aménagé en parallèle, Aménagé. ce qui va rassurer notre ami, Un site. sur un site aménagé, donc en parallèle, et donc avec beaucoup de choses, Cheb Mami, Nathalie Warahaba, folklore, et un programme de rail avec Rai Roots, avec des gens comme Jamal Refas, Mehdi Asker de l'OMB, Mehdi Laifawi, le chanteur Chab Cristal, la chanteuse syrienne Mira Melouhi, beaucoup de choses avec Mok Saïb, Hicham TGV, le chanteur Chaoui Massinissa, le troupe tchadien Afropop, ça va vous plaire, Samira, donc la troupe tchadienne Aigon, Nasser Din Hourra, le Tunisien Murtada C'est en tout cas un programme très riche. Bawin, ça va être une grande fête donc au festival. Voilà. Mais je pense que ça va être Voilà. après assez différent Bien pour sûr. l'été, En tout cas, les c'est un festivals. festival qu'on connaît. Voilà, ça qui va- aujourd'hui- c'est l'OMC, je pense, qui organise. C'est Donc ça. évidemment, il y aura. Entre Tingad et Alger, en fait. Voilà, En tout cas, donc il y a eu un- TGV, ça va. Voilà, Il y a c'est eu un gratuit. très riche programme. Voilà, et pour terminer, donc un riche programme aussi à travers la troupe du FLN qui est exposée, qui a commencé en avril 1958, et c'est un peu parallèle à la troupe, à l'équipe nationale du FLN. Ça faisait la tournée, donc avec des gens comme Mustafa Kateb, Yahya Ben Mabrouk, Mohamed Boudia, Boubou On Gara reconnaît qui les a certaines personnes. rejoints après, beaucoup, voilà, on va s'amuser à reconnaître les Voilà. personnes. Et un programme riche jusqu'au 31 juillet. Donc il y a une expo sur la troupe du FLN avec des manuscrits, des textes, un peu l'historique, tout ça, des photos, mais aussi donc des spectacles avec Noura Idami qui va faire spectacle chorégraphique, Manal Gharbi, sa troupe ASEMA Academy, l'école Beethoven quand même. C'est Donc, vraiment un l'agenda programme, culturel aujourd'hui. voilà, hein. et qui va se terminer avec Merci. Nasser Moqdad pour un concert Ouais. Chabi. Beaucoup de choses à voir. Et, aussi la maison de Bernarda Alba, D'accord. Bernarda Alba, avec Une belle pièce connue. Hein, qui a- Amal Mounirad, une des sociétaires du TNA, basée sur la pièce de Federico Lorca, Garcia Lorca. Et voilà, donc beaucoup de choses. Nouvelle version, bien Allez-y, nouvelle version, c'est Avec de nouveaux comédiens, Voilà, des bien sûr. comédiens sociétaires justement du TNA. Très bien. Merci Voilà. beaucoup, Jawdet.
On Merci va à aller vous. cette fois-ci à Copenhague, on va aller du côté Avec donc, du plaisir. Danemark, retrouver, oui, nos Algériens, 5 notre juillet, communauté ensuite, algérienne. au Danemark, oui. Voilà, ils célèbrent bien sûr les grandes dates anniversaires. Cette fois-ci, c'est le chirurgien Mustafa Ben Yahya qui a voulu en tout cas faire ses vœux à l'occasion du 5 juillet. Regardez, on se retrouve juste après. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم العظيم والمناسبة الكريمة الموافقة ل 5 جويلية 2026 يوم الاستقلال، هذا الاستقلال الذي ضحى من أجله الملايين من أبناء هذا الشعب العظيم لكي تعيش الجزائر حرة مستقلة، ولا شبر من قطع الوطن لم يسقى بدماء الشهداء الأبرار. وبهذه المناسبة الكريمة أتقدم بكل التهاني والتحيات إلى كل الشعب الجزائري، صغارا كبارا بنات وأطفال رجالا وشيوخ، إلى الدولة الجزائرية وخاصة إلى حماة الوطن، هذا الجيش العظيم الذي يقوم بمهامه على كل المستطاع من أجل استقرار وأمانة هذه الدولة التي هي أمانة في رقبتنا. تحيا الجزائر حرة مستقلة. وأكمل كلامي بقوله تعالى عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر حرة مستقلة. والسلام عليكم. Yatek Saha, Tahia El Jazair, bien sûr, la Yarham Shuhada, bien sûr, tous les Algériens qui sont donc à l'étranger donc, ont célébré à leur façon donc, cette date historique, cette date qui a marqué en tout cas beaucoup d'Algériens, notamment aussi au niveau donc, de l'île de la Réunion. Également, ils ont célébré la fête de l'indépendance. C'est comme partout, hein, au niveau de chaque consulat, les Algériens étaient présents. Au Japon, partout. En tout cas, peut-être que l'année prochaine, on essaiera d'avoir des photos et d'avoir des images. D'aller sur place, faire des reportages, il n'y a pas de Et souci. en tout cas, demander Voilà. un concours de la meilleure photographie, par exemple, donc Voilà. de célébration, pourquoi pas. On va passer tout de suite à Samira pour l'agenda culturel. Plutôt, écume et patrimoine, pardon. Voilà, écume et patrimoine aujourd'hui, on va rester bien sûr sur notre le lancée, 5 donc, juillet, l'histoire de l'Algérie, le combat des Algériens, le sacrifice aussi surtout, et puis la construction de l'identité nationale. Il y a, on l'a déjà dit hier, ceux qui ont pris les armes et ceux qui ont utilisé la parole, la mémoire, la plume, le cinéma, enfin tous les arts et tous les moyens qui existent pour raconter, pour dénoncer, pour exulter cette souffrance que la France nous a imposée pendant 132 ans et au-delà. Donc j'ai choisi de revenir sur 4 romans à la demande de Yazid El Mahidi, notre rédacteur, qui m'a dit « Ouais, la littérature et tout. » Bien sûr, absolument. Donc j'ai choisi de revenir sur le travail de France Fanon, celui de Assia Djebbar à travers 2 ouvrages, ceux de Les Enfants du Nouveau Monde, c'est un ouvrage qui est sorti en 1962, qui signe un regard, une écriture, une vision totalement différente, nouvelle, on va dire, pour Assia Djebbar. C'est Assia qui t'a le plus marqué à travers ses propos. Assia Djebbar, oui. Oui, absolument. J'ai retenu, alors pour le 2e ouvrage, Jawdet en a parlé tout à l'heure, c'est La femme sans sépulture. Je suis partie sur les traces de cette femme et je me suis rendu compte que chaque parole, chaque souvenir que je recueillais était une pierre que je posais sur sa tombe imaginaire. C'est la tombe imaginaire, c'est la tombe de Zoliha Oudaï. Zoliha Oudaï a fait les frais d'une violence féroce de la part des Français. Elle a été victime ou ce qu'on appelle la corvée de bois. Elle a été d'abord torturée, violentée et ensuite jetée d'un hélicoptère. Et elle n'avait pas de sépulture. En réalité, c'est un agriculteur qui l'avait retrouvée, Flah, et il l'a enterrée avec ses vêtements. Donc Assia Djebbar est repartie sur cette histoire, sur le silence en fait qu'a imposé la colonisation, sur l'absence aussi. Elle a mis un texte, elle a mis des mots et elle a interrogé les enfants de Zoliha Oudaï. Elle a partagé en fait cette douleur immense, profonde et muette.
on n'a pas de corps. Elle a donné un corps elle a créé un corps avec des mots. Bon, bien sûr, après, elle a été retrouvée, puisque l'agriculteur s'est rappelé où Zouliha Houdaï avait été enterrée et elle a pu être enterrée dignement, exactement, dans un cimetière. Houdaï, c'est une femme extrêmement forte. Elle a été entre autres, bien sûr, elle a formé les militants de la région du Chenois, de Churchill, mais elle a aussi joué le rôle de porteuse de valises aussi. Les porteurs de valises, on connaît, ça nous rappelle Francis Janson, exactement. Il a créé le réseau, il est philosophe, auteur entre autres, mais il est aussi un porteur de cause juste, noble. Il a choisi la cause algérienne pour ce qu'elle représentait exactement. Et il a écrit un livre qui s'appelle Hors la loi, qui a été réédité aux éditions, d'abord sorti au Seuil, ensuite sorti aux éditions ANEP. On va aller voir défiler les images normalement. Et lui, en fait, il dénonce toute la propagande coloniale, toute cette histoire préfabriquée par les Français pour imposer et faire intégrer aux Français d'abord de métropole et ensuite aux Algériens tous les bienfaits de cette colonisation militaire, féroce, terrible, exactement. Donc lui a créé ce réseau, c'était quoi? Donner des fonds, réunir des fonds pour les membres du FLN et puis leur créer de faux papiers pour qu'ils puissent circuler, entre autres. Il y a eu beaucoup de... On les a nommés, au départ c'était le réseau Johnson, ensuite c'est devenu le réseau des porteurs de valises parce qu'il y en a eu énormément. Bien sûr, ils se sont fait attraper bien en 57 je pense, et ensuite il y a eu le procès, c'était surtout le procès de la guerre d'Algérie. C'est comme ça qu'il s'intitule. Le livre aussi, les porteurs de valises. Et pour cette propagande coloniale, on revient vers l'opium et le bâton. L'opium parce que ça représente le message colonial imposé par aussi l'armée coloniale pour que les habitants des villages, des Algériens acceptent cette colonisation avec le sourire. Ça s'est jamais fait. Et le bâton, c'est toute l'oppression qui a été appliquée sur les Algériens parce qu'ils ont refusé justement cette colonisation. Mouloud Mamri a choisi le village de Tella pour représenter tout le combat, toutes les convictions, la souffrance, la douleur, l'oppression imposée par les Français dans une structure sociale. Et tout ce qui s'est passé, cette aliénation, parce que les Français, d'un côté, ils frappent, et de l'autre, ils imposent une pacification ou une intégration, soi-disant entre parenthèses, une propagande, parce que même aujourd'hui, certains, quand ils reprennent les archives des Français, pensent que ça s'est passé comme ça, alors que les trois quarts de la documentation militaire et de la documentation propagandiste, exactement. Donc c'est un imaginaire. La spoliation bien sûr des terres, les brimades, l'expropriation, tout ce qu'on peut, l'effacement de l'identité, imposer l'effacement de l'identité algérienne et imposer une identité que les Français n'ont jamais accordée. Les Français pendant la colonisation n'ont jamais accordée aux Algériens. Donc cette aliénation, c'est une aliénation. C'est France Fanon qui l'a Omar Ibrahim France Fanon, puisque son fils a précisé que lorsqu'il s'était déplacé en Libye, il avait utilisé un passeport où il était mentionné Omar Ibrahim France Fanon. Il est enterré sous ce nom. À El Ain al-Karma, dans la wilaya de Tarf. Voilà. Donc lui, c'est la théorie, c'est la psychiatrie, c'est le... En fait, il a fourni la grille de lecture théorique de la colonisation qui n'est pas seulement qu'une occupation, c'est une aliénation mentale qui nécessite un arrachement violent pour retrouver son humanité. C'est-à-dire à violence, double violence, pour pouvoir récupérer sa dignité, son humanité et puis son histoire. Voilà, c'est ce qui lui a valu un exil à lui aussi. Il a été écarté. Il a été malmené. Il a été très très malmené et l'exil, ça l'a poussé aussi à produire de la littérature. Il a écrit, on les a vus passer les damnés de la terre, précisément sur le combat des Algériens et leur souffrance. Ce qu'ils ont vécu, cette aliénation. Et lui, ce qu'il a fait à Blida, à Joinville, qui est aujourd'hui l'hôpital France Fanon, oui, c'est humaniser les Algériens, c'est leur redonner de la dignité. Il a lutté justement contre l'orthodoxie médicale un peu parnassienne. Le racisme classique et raciste.
qui Bien faisait de ses patients des sous-hommes, et Des il les sous-hommes, a tout à fait, réhabilités c'est- dans leur humanité, Voilà, justement. exactement. Pas que à des travers fous l'activité. simplement, mais des sous-hommes. Voilà. Voilà. Parce que Donc la il y a psychiatrie. énormément d'ouvrages qui ont été écrits. Moi j'ai choisi cela, mais à chaque fois on reviendra et d'autres reviendront sur d'autres ouvrages. Mais c'est pour, en fait c'est cette synthèse de la mémoire, de l'enquête. Assia Djebbal, quand elle a écrit Une femme sans sépulture, c'est une enquête qu'elle a menée, une enquête dans la mémoire d'un lieu et dans la grande histoire de l'Algérie. Et puis c'est l'absence qu'elle a révélée au monde. C'est un travail extraordinaire qu'elle a fait, et dans les enfants du Nouveau Monde, c'est le contexte de la guerre, mais c'est aussi le positionnement de la femme pendant et après Voilà, ils étaient la guerre d'indépendance. visionnaires en quelque sorte. Hein. Alors c'est son Ils ont positionnement. parlé d'une situation et ils l'ont transposée aussi. La femme algérienne a été une maquisarde, elle a été une fidaïa, et elle a aidé à construire le pays à partir de 1962. Elle le fait jusqu'à aujourd'hui. Oh, bien Voilà. avant, bien avant. Samira, Bien avant aussi. fière de toutes les femmes algériennes. Bien sûr, en elles sont général. magnifiques les femmes algériennes. Bien sûr. Très bien, ben, merci beaucoup Merci, Samira. voilà. C'était un plaisir donc, de parler donc, de toutes ces belles lettres et mots qui ont justement accompagné Oui. le combat des Algériens, de tous les force, Algériens. La force de Voilà. Voilà, La on force peut les des mots. retrouver en librairie. Il y a un prix Assia Djebbal qui est organisé, je crois, tous les 2 ans par l'Agence nationale de publication, l'ANEP en fait. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Merci. Samira. On se Merci. retrouvera dès vendredi prochain. Inch'Allah. 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 Merci Jawdet. Merci à vous. On se retrouvera lundi Plaisir. prochain Avec également. plaisir. Voilà, on va aller découvrir un collectionneur, un passionné. Vous êtes Oui, passionné vous-même oui, dans oui, chaque, oui, bien sûr, Oui. chacun son registre. Lui, c'est donc les anciennes caméras, les anciens appareils photo. Il est passionné donc et collectionneur. Il a une formidable collection. Notre journaliste Lemia Bedbouda l'a rencontré. Elle est allée dans son univers et il a même transmis cette passion à sa petite fille. Regardez, il s'agit donc de Mokhtar Mamri et les 3000 trésors du cinéma. Rencontrer Mokhtar Mamri, c'est franchir le seuil d'un monde à part. Un univers où le cinéma ne se regarde pas, il se respire. Emblématique caméra, projecteur, table de montage, de mixage. Ici, chaque pièce raconte une histoire et l'endroit ressemble à un véritable musée du cinéma avec des pièces maîtresses. عندي ابيبري هنا ارتيكل كي نقول لك ارتيكل معناتها لي كاميرا لي زوبتيك لو بروجيكتور لي زاكسيسوار بلوس دو 3000 ارتيكل. وكاين هذه الكاميرا كي دات او 1912 واسمها ايكلير لا بروميير كاميرا 35 ملم تخدم افيك مانويال ما تخدمش افيك الميكانيزم. وهذه الكاميرا خدمها ايكلير جيلون. هذه ثاني كيف راهي بلاصه غير الميوزي ما كاش هنا في الجزائر وما كاش كاع ايور. هذه كاميرا كما يقولوا الرار سي اونيك. بارمي لا كوليكسيون تاعي هذا البروجيكتور 35 ملم وكاين كيما هذه مخدومه او 1922 بار ماسيوت راديغي معروفين. هاي ديجا مكتوبه هنايا تلقاي ار اي ام. وهذا البروجيكتور كان يخدم كلشي باليد. البروجيكتور هذا بارك نعطيكم لا ديمونستراسيون هكذا باغ اكزومبل راكم تشوفوا وكان يسانكرونيزيو بلا ميوزيك. Passionné par l'image depuis toujours, Mokhtar Mamri est aussi un artiste formé aux beaux-arts en sculpture. Il découvre la photographie à travers un module qui va bouleverser sa vie. Captivé par le monde de l'image, il se forme seul pour devenir directeur de la photographie. نحب ليماج من بكري نموت على ليماج وعلى هذا سما بديت نشري حاجه مثلا تاع السينما ما ندخلش معنا في لا فيديو ولا رحت ديريكت للسينما اشري منه حتى ولات عندي ان كوليكسيون. من بعد كي لقيت روحي عندي ان كوليكسيون سما بدات تديني ليدي هذيك نتاع ندير ميوزي باسكو توجور عندي ميوزي في الدار. انا في الدار توجور شامبرا معمره لي كاميرا معمره لي زوبتيك معمره كلش ديجا الناس اللي يسحق حاجه يعيط لي.
Ce collectionneur acharné a sillonné l'Algérie à la recherche de trésors oubliés. Chez des particuliers ou dans des ventes aux enchères, il ne cesse de sauver de l'oubli des pièces rares du patrimoine cinématographique. مرضتني يعيط لي واحد من وهران نروح نجيب لها هذيك السلعه من وهران واحد يعيط لي من بس شوف لي وراي بريسك الجزائر كاع خدمته لي برون كونت كنت نشري من هذا اللي يعيط لي على حاجه نتاع السينما نروح ايماجين توصل لي انت باش تشري ماتريال تبيع طوموبيل بعتها اقسم بالله غير بعتها باش شريت الماتريال كيما هذه الكاميرا دات 1956 كاين خدتها 1942 كانوا يخدموا بهم في هذاك الوقت كانوا يخدموا بهم مع المجاهدين في هذاك الوقت المجاهدين كانوا يديروا بهم دي بتيت كيما يقولوا روبريك خاطر بكري ما كانش الفيلم كان يشد يا ربي 3 minutes 4 minutes. Une passion qu'il a transmise à sa fille Sarah. Son rêve est que tout ce matériel puisse enfin trouver sa place dans un véritable musée du cinéma, un lieu de mémoire et de transmission pour les générations futures. انا باذا بيا ندير ان موزي نخليه اللي جاي مورايا باسكو دركا رانا نشوفوا باللي لي زايدين في 95 ولا التسعينات الفوق ما يعرفوش كاع واش كان بكري لا السينما كيفاش كانت تمشي واش هي السينما تاع الصح ما عندهمش ماذا بيا يخلوا هذا الميوزي نديروه باش الناس تقرا عليه باش يولي بشغل همزه وصل بين الماضي والحاضر. Et comme un voyage dans le temps, l'équipe a eu droit à un moment rare, la projection du film culte La bataille d'Alger sur une pellicule de 16 mm. Un instant magique, presque hors du temps. Un hommage au 7e art, mais aussi à l'histoire d'un peuple que le cinéma continue d'éclairer et de transmettre. Une très belle passion qu'il véhicule et j'espère qu'on aura la chance peut-être de voir s'ouvrir un musée du cinéma grâce à lui, pourquoi pas, et faire découvrir le monde du cinéma à d'autres passionnés, d'autres générations. Bien, le cinéma a aussi titillé donc une formation au niveau donc de la protection civile. Il va nous en parler, monsieur le lieutenant-colonel Nassim Bernaoui, sous-directeur de l'information de la sensibilisation au niveau de la protection civile. Bonjour, monsieur Bernaoui. Bonjour, madame. Merci pour l'invitation. Merci. On a toujours plaisir à vous recevoir. Je sais que vous êtes sur tous les fronts. On a du mal quelquefois à vous avoir sur nos plateaux. Vous êtes très occupé. Je sais que l'hiver, c'est donc le monoxyde de carbone, les incendies, les accidents de la route, les accidents domestiques. L'été, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. C'est les noyades. C'est les noyades, c'est les incendies de forêt, de maquis, de récolte, et les évacuations sanitaires aussi, et les accidents de la route. Donc il y a un énorme travail dont la protection civile se mobilise et met en place plusieurs dispositifs, notamment de surveillance des plages, de lutte contre les incendies de forêt, et en plus assurer le quotidien, notamment avec une moyenne qui dépasse des fois les 4000 interventions par jour. Voilà, vous êtes sur tous les fronts et même le cinéma n'est pas en reste. Vous êtes en train Vous avez lancé une formation, on vient de voir donc des images d'appareils, d'anciennes caméras, etc. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes aussi, vous formez des jeunes à faire donc des interventions avec des caméras. Exactement. Cette formation dont on salue le Centre algérien Cinémathèque, en coordination avec l'association Triangle de vie de la protection civile. Donc c'est une troupe théâtrale qui existe au niveau de la protection civile, qui est en train de mettre en scène des scènes théâtrales, notamment révolutionnaires, ainsi qu'il y a plusieurs projets actuellement, notamment destinés pour les enfants, destinés notamment pour le métier de la protection civile. Il y a plusieurs projets. Et aussi, cette troupe dont elle se compose d'éléments de la protection civile, hommes et femmes, différents grades, qui sont doués, certains qui sont diplômés dans le domaine cinématique ainsi que théâtral. Et c'est une première cette formation, notamment, c'est-à-dire en allant vers le professionnalisme, donc avec des encadreurs, des formateurs qui sont dans le domaine, des chevronnés de la télévision algérienne qui sont présents. Cette formation qui va durer pendant 5 jours, du 5 au 9 juillet, donc plusieurs ateliers seront mis en place, notamment technique de son, technique, c'est-à-dire comment prendre des photos, ainsi que comment utiliser la caméra, ainsi qu'ingénierie de luminosité. Il y a tout
tout ce qu'il faut, c'est-à-dire pour encadrer cette troupe pour demain, Inch'Allah, qu'elle sera autonome, c'est-à-dire autonome, notamment pas uniquement dans le théâtre, mais uniquement, c'est-à-dire faire tous les produits médiatiques, la protection civile. C'est une première. Oui, c'est une première. Vous changez une vision donc de la protection civile. Vous devenez plus autonome aujourd'hui. Voilà. Plus autonome, plus professionnel, parce que cette troupe elle est très, très sollicitée. L'image est importante. L'image très, très importante. Véhiculer, bien sûr, votre travail au quotidien. Voilà. C'est parmi les objectifs principaux de cette formation, c'est de véhiculer cette image de l'agent de la protection civile, du terrain de l'intervention de la protection civile, qui a plusieurs messages, notamment, c'est-à-dire un message préventif, un message, c'est-à-dire prouver cette difficulté d'un agent de la protection civile et aussi faire vivre le citoyen les moments réels de l'agent de la protection civile, notamment dans l'extinction des incendies, l'évacuation sanitaire, des accidents de la route, sauvetage en mer, notamment sauvetage pratiquement, je donne un exemple, notamment la dernière vidéo dont on a posté sur les réseaux sociaux, le sauvetage au niveau de Taxet d'une victime de 64 mètres. Donc il y a plusieurs choses à véhiculer, à montrer par l'image, qui parle. Une image vaut 1000 mots. Exactement. Donc, une bonne image, c'est-à-dire bien faite, bien encadrée, bien véhiculée. Donc ça permet à l'institution, c'est-à-dire notamment dans la communication institutionnelle, c'est-à-dire de rapprocher cette institution par le citoyen et faire passer les différents messages. Exactement. Vous êtes l'armée de feu et vous allez vers le danger, vous prenez beaucoup de risques. Il y a eu des pertes au sein de la protection civile et c'est un métier dangereux mais tellement passionnant. Beaucoup essayent de s'identifier, des jeunes, vous faites rêver des jeunes pour enrôler cette brigade qui est une brigade qui sauve des vies. C'est ça le plus important. Oui, notre métier, c'est de sauver des personnes et sauvegarder les biens des personnes. C'est un métier aussi pénible, c'est un métier fatigant, c'est un métier passionné. Donc, sauver des vies, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est quand ça nécessite une formation de base très profonde, très professionnelle, ainsi que pour intégrer différentes spécialités, il faut suivre d'autres formations. Et aussi, médecins, vous avez des urgentistes, vous avez... Voilà, ça fait rêver les jeunes et c'est notre objectif, notamment c'est-à-dire par les différents concours de recrutement dont on a organisé, notamment celui de l'année passée, cette promotion, c'est-à-dire je pense qu'elle a plus de 6 mois actuellement, notamment, c'est-à-dire peut-être janvier prochain, ils seront opérationnels et aussi dans les prochains jours, ça l'a d'ici peut-être avant la fin d'année, on va lancer le nouveau concours aussi, donc Monsieur le ministre de l'Intérieur, les collectivités locales et les transports l'a annoncé, pour se renforcer plutôt, de 3000 postes aussi. Donc, on a vu aussi la formation de jeunes scaphandriers au niveau la protection, la protection marine, protection civile. Et c'est vrai que c'est une belle promotion en sortie. Ce sont même des jeunes filles aussi qui aiment ce métier. Voilà, c'est des jeunes filles qui commencent à s'intéresser et à intégrer les spécialités très difficiles, notamment la plongée. C'est une spécialité très difficile. Parmi, c'est peut-être la plus ancienne spécialité en la protection civile depuis les années 60, qui a connu plusieurs étapes d'évolution. Actuellement, alhamdoulilah, aujourd'hui, on dépasse les 700 plongeurs, donc qui peuvent plonger, certains qui sont autonomes légers à 32 mètres, d'autres à 40 mètres et d'autres plus de 60 mètres. Et c'est ça l'objectif. Interventions au niveau de la mer, que ce soit donc pour rechercher des épaves ou carrément des vies humaines aussi. Pas uniquement au niveau de la mer, mais aussi à travers tous les plans d'eau, parce que le travail des plongeurs, il est tout le long de l'année, notamment les plans d'eau, les barrages, les retenues collinaires, ainsi que pendant la saison estivale, à travers toutes les plages autour de la baignade, ou bien tous les cas de personnes qui sont victimes d'accidents ou qui se sont noyées. Donc actuellement, pratiquement pour le dispositif de surveillance des plages, il y a plusieurs personnes qui ont été sauvées. Il y a d'autres personnes dont on a toujours des opérations de recherche en cours, 4 victimes depuis, je pense, une semaine. Il y en a eu malheureusement. Il y en a eu malheureusement. Donc, en matière des jeunes imprudents, c'est vrai, on signale qu'il ne faut pas se baigner, ce sont des endroits dangereux. Il y a quand même des personnes qui risquent leur vie et qui risquent la vie des autres, de la protection civile aussi, malheureusement. On a vu le dernier week-end, même on a posté même des vidéos pour des opérations de sauvetage afin de sensibiliser les gens. Même l'état de la mer était agité, le fanion était rouge, il y avait
des aventuriers qui se sont aventurés et se sont Mis en baignés. danger. Et bien sûr, surtout au niveau des zones rocheuses. C'est ça. Ils étaient coincés, donc ça a demandé plutôt l'intervention des agents de protection civile, les plongeurs utilisaient même des moyens de bord, notamment même des fois des embarcations submergées pour sauver des vies, pour sauver ces personnes plutôt. Et malheureusement, il y a eu d'autres personnes qui se sont décédées. Actuellement, on déplore 51 personnes mortes au niveau Alors des que plages. c'est encore le tout début de la saison. Ah oui, Hein. bah oui, C'est encore le tout début de la saison. 51 personnes au niveau des plages. Et même aussi, à travers les plans d'eau dont on dépasse aussi les 24 personnes qui se sont décédées. Oui. Et ces régions, Et les malheureusement, barrages, les barrages, les retenues collinaires, les bassins d'irrigation. Et malheureusement, la catégorie des victimes de cette baignade dans ces endroits, c'est des enfants et des jeunes adolescents. On va parler du chapitre feu de forêt, parce que là, c'est tout un grand chapitre que vous mettez en place dès le 1er mai. Déjà, il y a une campagne de sensibilisation et de prévention surtout avec vos différentes équipes. Et donc, vous êtes assez nombreux, des brigades bien averties, bien enrôlées, bien engagées dans ce domaine-là. Et déjà, vous m'avez cité déjà 2075 départs de feu. Oui, incendie. Incendie Depuis le 1er mai, donc c'est un dispositif de prévention, de lutte contre les incendies de forêt. Qui va durer jusqu'au mois d'octobre, hein, mois de novembre. 30 novembre. Cette année, c'est une particularité. Donc, pour un travail d'anticipation, ça a été élargi du 1er mai au 30 novembre. Donc, ce dispositif qui va rester en place. Vous êtes tous en alerte. Tous en alerte, bien sûr. Parce que l'année dernière plutôt, on a connu des incendies de type hasard au niveau de Musselmoun, l'Arhat, c'était à la fin de novembre. Donc, rien n'est prêt. Il faut rester vigilant. Parce qu'on parle d'un des risques majeurs en Algérie, des incendies de forêt. Donc, ce dispositif de prévention, c'est-à-dire il y a le volet préventif. Pour la protection civile, il y a tout ce qui est un programme de sensibilisation destiné aux différentes catégories, donc notamment c'est-à-dire les riverains, ceux qui habitent à la forêt, à proximité de la forêt, des agriculteurs, etc. Le désherbage obligatoire avant bien sûr l'arrivée des grandes chaleurs. Exactement. Tout ce qui est nécessaire pour éviter le déclenchement au départ d'incendie, c'est le plus important. Parce que chaque départ a sa partie. C'est-à-dire un départ, on peut le maîtriser en 1 heure, en 30 minutes. Des départs de peu, ça nécessite des fois des jours et des jours pour les maîtriser, avec aussi des moyens lourds pour les maîtriser. Vous avez mis en place justement plusieurs moyens, notamment les drones, aussi les avions, 18 avions aussi. Pour la protection civile, donc les moyens moyens humains, donc c'est 20 130 agents, tout grade confondu, qui sont, c'est-à-dire éparpillés à travers les unités, 505 unités, donc son secteur d'intervention en massif forestier, pour, c'est-à-dire assurer la première intervention. Il est indispensable et très important, c'est-à-dire intervenir au premier moment avec nos collègues de la DGF, donc pour maîtriser les départs de feu. Et bien sûr, ils sont appuyés par les colonnes mobiles, 65 colonnes mobiles, donc certains wilayas, ils ont une colonne mobile, d'autres 2-3 colonnes mobiles. Et aussi les détachements de renfort aux interventions feu de forêt, c'est 6 détachements éparpillés à travers 6 wilayas, entre l'ouest, centre et l'est, et appuyés par les moyens aériens. Donc la protection civile a affrété cette année 12 avions, dont le type AT-802, c'est des air tracteurs. Donc ils sont très rapides, avec des capacités 3000 litres. Ils sont appuyés aussi par les moyens de l'armée nationale populaire, donc les 2 Brief 200, ainsi que les hélicoptères, que ce soit de la protection civile ou bien de l'armée nationale. Tout un dispositif qui est mis en place pour justement préparer cette saison, bien sûr, et estivale. Ça a déjà commencé, tout à fait. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, on souhaite beaucoup de courage à tout votre effectif et toutes les brigades qui ont été mises en place pour la veille, la surveillance, bien sûr, et l'intervention. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Monsieur Bornaoui, et à très bientôt. Inch'Allah. Eh bien, on va voir ensemble justement le sujet dont on a parlé, la sortie donc de promotion des formateurs qui ont donc formé des jeunes au niveau de la protection civile concernant les scaphandriers. Regardez, on se retrouve juste après. 3 mois, les 47 scaphandriers stagiaires venus de 14 wilayas du pays ont rejoint le Centre national de formation en sauvetage aquatique de la protection civile pour suivre une formation intensive, alliant enseignement théorique et exercice pratique. Encadrés par 24 formateurs spécialisés, ils ont acquis les compétences nécessaires pour intervenir en milieu subaquatique jusqu'à une profondeur de 30 mètres. Ils ont acquis des techniques pour gérer leurs opérations
et beaucoup plus les opérations de recherche. Leurs tâches sont toujours le sauvetage aquatique spécifique au risque d'inondation, sauveteur côté et aussi la plongée sous-marine pour le repêchage et la recherche des noyés et des cadavres. Pour marquer la fin de leur stage, une démonstration de sauvetage en mer a été organisée au complexe touristique de la Corne d'Or à Tipaza. Une simulation grandeur nature mettant en évidence les techniques d'intervention, la coordination des équipes et le niveau de préparation opérationnelle des nouveaux plongeurs face aux situations d'urgence en milieu maritime. Nous avons organisé aujourd'hui une manœuvre au niveau d'une manœuvre de sauvetage en mer qui consiste en une collision entre une barque de plaisance et un jet ski. Cette manœuvre va démontrer l'efficacité et l'opérationnalité de l'ensemble des effectifs intervenants de la protection civile, notamment les plongeurs, les sauveteurs aquatiques, les surveillants saisonniers, ainsi que les équipes médicales et les ambulanciers. Durant cette formation, on a beaucoup appris. On a été formés au sauvetage en eau vive et en plongée sous-marine. Je tiens à remercier tout le staff et tous les formateurs, tous les stagiaires qui étaient avec moi. Créée en 2025, l'École nationale de plongée de la protection civile a déjà formé un bon nombre de plongeurs spécialisés. Un investissement qui s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la Direction générale de la protection civile visant à renforcer les missions de surveillance des plages, de recherche, de sauvetage et d'assistance en mer. Depuis 2024, on a formé environ 126 plongeurs sauveteurs. Donc pour cette année, on a formé exactement 47 plongeurs sauveteurs. Donc sincèrement, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Dieu merci. J'espère que d'ici un avenir très proche, ce qu'on appelle l'école, il deviendra un centre international. Pourquoi pas former des Africains, pourquoi pas former d'autres nationalités. Donc c'est pour ça qu'on est là. Pour l'intérêt du pays, l'intérêt de l'école. Avec cette nouvelle promotion, la protection civile consolide davantage son dispositif opérationnel afin d'assurer une intervention plus efficace en milieu aquatique et maritime, contribuant ainsi à la sécurité des citoyens et des estivants, notamment durant la saison estivale. Voilà, et puis bien sûr, il faut être très prudent durant la saison estivale. C'est un reportage signé Yasmine Chouir. Tout de suite, nous allons parler d'un autre domaine, un salon qui va avoir lieu donc à Oran ces jours-ci. Donc avec nous, l'organisateur de ce salon, Monsieur Akram Sidi Ikhlef. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Vous avez donc un salon qui a déjà pris une longueur d'avance. Ça fait la 13e édition. C'est la 13e édition déjà. Tout à fait. Vous êtes bien armé. Vous connaissez donc normalement vos visiteurs. Vous êtes habitués. Oui, disons ça. Sauf que, d'abord, je tiens à saluer la vision stratégique des hautes autorités de l'État qui ont justement eu comme vision de rapprocher notre diaspora algérienne établie à l'étranger pour tisser des liens justement avec leur mère patrie. Et à travers cette édition, d'ailleurs, elle s'inscrit dans cette synergie, justement, pour vraiment faire un trait d'union entre notre communauté algérienne qui est établie à l'étranger avec donc leur pays, en facilitant à travers différents mécanismes installés à l'étranger, notamment des banques algériennes nationales installées un peu partout à l'étranger. On va juste dire, on n'a pas parlé du salon, on va juste dire que le salon finalement c'était le salon de l'immobilier, du design, que vous avez intitulé iLogia. C'est un salon qui a, comme je l'ai dit, déjà connu donc plusieurs éditions et aujourd'hui vous avez voulu mettre en contribution notre communauté établie à l'étranger. Donc c'est ce que vous avez fait, c'est pourquoi vous dites justement que vous leur avez offert toutes les facilités, pas vous, mais plutôt le gouvernement. Le gouvernement, tout à fait. Donc la Summer Edition, justement, la Summer Edition s'inscrit justement dans cette synergie. Et par cette optique, nous avons voulu justement souligner que c'est une édition dédiée spécialement à la diaspora. Voilà. Donc on a ciblé pratiquement les plus grands promoteurs immobiliers, les plus sérieux, on va dire, sur le territoire, et avec aussi la contribution des différents organismes étatiques, notamment le CTC, pour justement faire un travail de sensibilisation qu'on invitait justement avec les promoteurs immobiliers, et pour surtout avoir une plateforme de confiance et de sérénité pour la diaspora. Il y a différentes organisations
organismes aussi financiers, les banques qui seront présentes justement, des notaires, des bureaux d'études, architecture aussi. Et tout ça, c'est justement pour offrir un certain climat de sérénité et de confiance vis-à-vis des étrangers qui souhaiteraient acquérir un bien immobilier. Donc cette édition, elle n'est pas seulement dédiée à l'immobilier, mais c'est justement pour bâtir, on va dire, l'Algérie de demain, en contribuant à son économie et à l'évolution de voilà. Donc, alors, le but, justement, c'est pas uniquement d'apporter le choix de l'immobilier, c'est aussi, bien sûr, le thème de cette édition, mais de montrer que l'État œuvre justement pour faciliter l'acquisition de sa population installée à l'étranger et lui offrir justement un climat de sérénité. Tout à fait. Et d'acheter en toute confiance, y compris par les transactions de biens immobiliers. Voilà. Ça va donc s'étaler du 27 juillet au 30. Ça sera au centre des conventions d'Oran, c'est cela? Et puis bien sûr, beaucoup d'intervenants, de visiteurs, des professionnels du domaine et même des personnes lambda qui viendront peut-être pour voir et jauger l'immobilier en Algérie. Tout à fait. On sera là justement pour accompagner nos visiteurs. Et l'année dernière, à titre d'exemple, pour la Master Edition qui se déroule au mois de décembre, on a eu jusqu'à 69 000 visiteurs étrangers et algériens. Et cette Summer Edition promet d'être vraiment très ambitieuse par rapport à cette... justement, on a coïncidé avec la saison estivale des étrangers au mois de décembre, au mois d'août. Donc on a pris la dernière semaine du mois de juillet justement pour accompagner les visiteurs et pour leur... Ils sont nombreux à c'est la haute saison. Voilà, c'est la haute saison. Ils sont nombreux à venir dans leur famille ou carrément visiter l'Algérie, à faire un retour ici en Algérie. Vous avez délocalisé la date, vous avez en fait changé. Vous étiez au mois de décembre à l'époque? Non, c'est deux éditions. Alors, cette fois-ci, la Summer Edition, elle est faite justement du 27 au 30 juillet. Pour la diaspora. Pour la diaspora, voilà. D'accord. La Master Edition reste toujours la première semaine du mois de décembre. Très bien. C'est la Master Edition, elle rassemble tous les secteurs d'activité, justement. Notamment les fabricants de sanitaires, les cuisinistes, les design meubles et tout ça, les fabricants de meubles également, pour la Master Edition du mois de décembre. Là, c'est vraiment un volet complet pour justement accompagner nos fabricants et cibler justement l'exportation et booster notre économie. C'est ça. Le parc immobilier justement d'Oran est connu pour être un des plus importants aussi. Il y a eu un boom du côté d'Oran. Donc nous, en fait, on est promoteur immobilier depuis 1958 et c'est une filiale de notre groupe qui organise cet événement parce qu'on a vraiment connaissance du marché immobilier et on a par cette idée-là et cette filiale justement cibler les promoteurs qui apportent vraiment une réelle valeur ajoutée pour le secteur de l'immobilier. C'est ça. Donc, et à travers ça, justement, on voudrait avoir quand même un volet important pour ouvrir et pour s'ouvrir au monde extérieur et montrer que l'Algérie va de l'avant et qu'on a vraiment des architectes, même des talentueux, des étudiants, tout à fait, qui travaillent dans le secteur. Dans le secteur, qui réalisent vraiment des projets très très ambitieux. Tout à fait. Des designers aussi, parce que vous allez convier aussi beaucoup de designers. Le thème, c'est justement design et immobilier. Et Design Days by Ilogia. Voilà, Days. Alors il y a aussi cette journée aussi dédiée au Design Days, c'est ça? By Ilogia. Donc ça, c'est on a mis en avant justement pour l'ameublement et décoration intérieure. C'est très tendance ces derniers temps. C'est très tendance, voilà. En marge avec cette édition-là, la Summer Edition, justement, c'est pour... Alors, que ce soit les étrangers qui viennent pour acquérir un nouvel appartement ou bien pour meubler leur appartement, donc ils trouveront les fournisseurs de meubles, et d'ailleurs, alhamdoulilah, ils sont très très nombreux à fabriquer les meubles maintenant. Produits algériens. Produits algériens. Avant, on les importait, maintenant on les exporte. Voilà. Donc il y en a même qui viennent ici pour justement acheter des meubles et les prendre, enfin l'exporter. C'est ça. Et la Master Edition, celle de décembre, justement, il y a un volet plus complet. Il y aura même les sanitaires, il y aura vraiment décoration de façade, portes et fenêtres et tout ça. Donc ça, c'est un volet plus complet. Mais pour la Summer Edition, justement, c'est les designers meubles et promoteurs immobiliers.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup donc, de choses à dire, beaucoup de choses à faire, il y a des experts, il va y avoir des communications, des rencontres. On marche avec les salons, voilà. Oui. Il y aura des conseillers en construction, il y aura les bureaux d'études étatiques. Notamment, on a fait une invitation, on a fourni une invitation au CNIC, au CTC et l'agence foncière d'Oran. Donc tous sont en collaboration avec l'université d'Oran, l'université d'architecture, Mostaganem et Alger aussi. Oui. Donc marhaba bihom, on attend juste leur information et puis Très voilà. bien. Ils En tout cas, le rendez-vous est pris pour les professionnels que pour aussi monsieur tout le monde qui pourrait venir acquérir un logement carrément. Il y aura donc toutes les personnes qui seront là pour les orienter. Voilà, c'est Ilogia spécial diaspora. Ça sont du 27 au 30 juillet 2026 au Centre des Conventions d'Oran. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle, monsieur Akram Sidi Yakhlef, vous êtes l'organisateur donc de ce salon et c'est la 13e édition. Voilà, merci beaucoup d'avoir été ici sur notre plateau. À très bientôt et bon courage. Restez assis avec nous. On va suivre tout de suite apprécier une belle chanson du groupe Day. Donc le titre c'est La Bella. Une belle chanson pour accueillir deux belles dames. Donc Ania Srir pour la santé. Bonjour Ania, Bonjour, santé et bien-être, comment ça va? Ça va, merci. Très bien, nous a rejoint Nabila, ça faisait longtemps Nabila. Amis du jour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va très bien. Tu vas nous faire voyager toi aussi dans un tout petit moment. Exactement. Tu vas nous emmener du côté de Ténès. Exactement, à l'ouest. À l'ouest, voilà. On va suivre en attendant la rubrique Sagement donc de Ania qui va nous proposer des conseils santé concernant cette fois-ci les troubles alimentaires. Santé et bien-être, c'est tout de suite. Ania, c'est l'été. On fait attention, on mange n'importe quoi en fait l'été. Hein.
Enfin, oui. Quelques personnes qui font attention comme La toi, majorité, peut-être. c'est vrai qu'il y a beaucoup de friture, il y Oui, a beaucoup oui. de glace, il y a C'est beaucoup ça. de boissons fraîches. Voilà, de boissons fraîches. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'écart pendant l'été que tout au long de l'année généralement. Oui, Très bien, c'est vrai. très bien. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécifique, c'est les troubles des conduites ou des comportements alimentaires. C'est un sujet qui va rallier en même temps la nutrition et la nutrithérapie Et que la la médecine générale et aussi la psychiatrie, car il y a un lien, et la psychologie notamment. C'est, on va dire, un sujet multidisciplinaire. C'est-à-dire que même lorsque une personne a un trouble du comportement alimentaire et que c'est vraiment assez peu connu, je trouve, il y a quand même beaucoup de souffrance derrière. Et justement, c'est pour ça que nous avons choisi de parler de cela aujourd'hui. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, c'est la boulimie et l'anorexie. Exactement, il y en a plusieurs d'ailleurs, nous allons les définir. Donc qu'est-ce que les troubles des conduites alimentaires, comme vous les avez très bien cités. Les plus connus sont la boulimie et l'anorexie. La troisième qui est aussi très connue, c'est la polyphagie boulimique, qui est une forme de nuance, on va dire, de la boulimie, mais qui est quand même assez différente. Il y a assez de différence pour faire que le diagnostic n'est pas le même. Il y a aussi, ce n'est pas que la quantité, ce n'est pas qu'un trouble lié à la quantité d'aliments absorbés, c'est aussi la qualité des aliments absorbés, la façon dont on absorbe ces aliments, dont on ingère ces aliments, le rapport à l'alimentation, le rapport à son propre corps, à la perception de sa propre image. D'ailleurs, l'anorexie, on va le rappeler, c'est des personnes, ce n'est pas un manque d'appétit vraiment, c'est plutôt un refus de s'alimenter, une peur, une grande peur, voire phobie de prendre du poids. On trouve ça souvent chez les personnes qui sont dans le domaine de l'image, du mannequinat, du sport aussi, des gymnastes, etc. Pas toujours bien sûr, mais lorsque ce trouble existe, on le trouve souvent chez ces personnes-là. Ça peut commencer à l'adolescence ou au début de la jeune. Quelquefois, Exactement, par complexe. D'ailleurs, nous allons voir que dans la prévention, il faut jouer aussi sur ça, car la prévention, c'est le plus important au final. Et donc, ces personnes-là ne vont pas s'alimenter. L'anorexie, d'ailleurs on dit anorexie mentale, donc c'est lié aussi à un problème qui est derrière un peu psychologique. Pas toujours psychiatrique, bien sûr, la psychiatrie c'est lorsqu'il y a des complications, car on va voir il y aura des complications parfois. Donc c'est aussi le fait de ne pas s'alimenter suffisamment, de manger très peu, de parfois se faire vomir. C'est assez tabou, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais ça existe, il y en a vraiment, c'est une souffrance qui est un peu cachée, des jeunes discrète. qui souffrent peut-être du regard des autres, ils veulent ressembler à leurs camarades, peut-être plus filiformes, Voilà, c'est plus une obsession. D'ailleurs, c'est vrai que chez nous, on a un petit peu moins ça, mais ça reste quand même assez présent. La boulimie, c'est l'inverse. C'est le fait de se ruer sur la nourriture, mais pas le fait de beaucoup manger, d'être comment dire, assez gourmand, d'aimer la nourriture. Ce n'est pas du tout ça. C'est le fait d'avoir des compulsions. C'est-à-dire, il y a une douleur qui est psychique, qui est ressentie, émotionnelle. Et d'ailleurs, on utilise souvent cette phrase, on va manger ses émotions. Donc la personne va aller se ruer sur la nourriture, manger par exemple un plat qui est salé, ensuite sucré, revenir au salé, manger. C'est un mélange, c'est-à-dire le but c'est d'ingérer rapidement dans un petit laps de temps une grande quantité de nourriture. C'est vrai. Et c'est ça qui fait l'anomalie, le côté pathologique de ce rapport à l'alimentation. Ce n'est pas la quantité parce qu'on est gourmand qu'on n'arrive pas à s'arrêter, c'est de manger n'importe quoi, n'importe comment, et ça existe. C'est une vraie pathologie qui existe. Et ces personnes vont aller ressentir de la honte. C'est là, d'ailleurs là on parle de diagnostic, de comment on fait la différence, quand est-ce qu'on doit consulter. C'est lorsque justement c'est des aliments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ni dans l'ordre, ni dans le temps, se réveiller au milieu de la nuit. C'est vraiment un besoin impulsif de s'alimenter de façon anarchique. Anarchique, c'est le mot parfait. Voilà. Et la honte qui habite souvent ces personnes-là, la discrétion sur ce sujet, le fait de le cacher, car ce n'est pas vraiment assumé de manger un bol de... Et les personnes ne sont pas forcément obèses.
et les personnes ne sont pas forcément obèses. D'ailleurs, là, c'est cette partie-là, la boulimie, justement, qui fait que ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont avoir tendance à aller se faire vomir. Donc d'ailleurs, ils sont souvent diagnostiqués lorsque, par exemple, ils ont des renvois gastriques, des reflux, surtout des inflammations au niveau de l'œsophage, notamment à cause des remontées acides très régulières. Et justement, le fait de se faire vomir, d'en arriver là, fait que parfois, ça ne se voit pas sur le poids, ça fluctue, il y a une prise de poids, il y a une perte de poids. Mais il y a plus discret. Et justement, l'anorexie, parmi les signes cliniques et comment on va la reconnaître, le médecin généraliste ou le praticien va la reconnaître, déjà il y a une dénutrition, il consulte souvent pour une anémie ferriprive, pour un problème d'électrolyte, une perturbation des nutriments au niveau de leur bilan sanguin. Donc il faut faire des bilans sanguins dès que l'on a un petit doute et essayer d'enquêter. Lorsqu'il y a une perte de poids trop importante ou une prise de poids, d'ailleurs on va le voir pour la troisième catégorie, ou une fluctuation comme pour la boulimie, il faut faire un bilan et surtout essayer de parler à la personne pour savoir quel est son rapport à l'alimentation. Essayer d'enquêter sur ce point-là, essayer de chercher dans les antécédents surtout, parce qu'il y a souvent des traumatismes à l'enfance ou il y a des déclencheurs, parce que les causes sont souvent... il y a souvent des causes génétiques, il faut le dire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des facteurs qui déclenchent cette prédisposition. Ces personnes sont prédisposées, mais ils ne sont pas obligés de déclencher cette prédisposition-là. Donc ça fait peur, Nabila. Voilà. Mais il y a des solutions. Nabila est en train de regarder avec attention, mais aussi avec peur. Voilà, non mais il faut pas en avoir peur, il faut justement essayer de prévenir ça. Donc c'est des gens normaux, vous savez, comme vous et moi, ça ne se voit pas d'ailleurs, et c'est des gens qui souffrent intérieurement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de dépister ça. Sensibiliser. De sensibiliser d'ailleurs, les sensibilisations comme ça vers le grand public sont très importantes, comme nous faisons aujourd'hui. Et aussi sensibiliser sur la petite enfance, sur le fait le rapport à l'image, ne pas complexer dès l'enfance sur le poids, sur la prise de poids, la privation, tout ce qui est trop interdit. Essayer d'expliquer que le poids le plus important, c'est le poids de forme, et non pas ce qui est dicté par la mode. Très bien. Et je finis par la polyphagie boulimique, qui est comme la boulimie, c'est-à-dire la personne va beaucoup manger, elle est plus fréquente parce que c'est beaucoup plus simple, on va dire, mais la personne ne va pas se faire vomir. Et c'est là que la personne va prendre du poids. Et chez les personnes obèses, il faut penser à ça, à la polyphagie boulimique, où les personnes mangent beaucoup, mais ils n'ont pas un trouble qui les pousse jusqu'à se faire vomir. Ils mangent juste beaucoup n'importe quoi, et de façon anarchique. Et il faut faire des thérapies cognitivo-comportementales. Donc quelle est la prise en charge? C'est la thérapie cognitivo-comportementale généralement, des thérapies plus ciblées en fonction du traumatisme, ou pas forcément, des fois un déclencheur, une situation familiale, un stress, un examen, ça peut déclencher ce genre de compulsion. De comportement. Voilà, de comportement, ça se soigne, ça se prend en charge. On arrive parfois à des complications comme certains troubles cardiaques, car l'anémie, quand elle est sévère, elle peut aussi donner certains problèmes. La dépression aussi, donc certains antidépresseurs sont prescrits pour ça, et surtout la prévention pour les parents, les enseignants, les praticiens, les médecins généralistes qui sont, qui sont à la première ligne pour ce genre de dépistage, surtout pour les personnes qui ont un problème de poids. Perte de poids excessive, prise de poids excessive ou l'effet yo-yo. Il faut voir, est-ce que c'est juste une personne gourmande ou une prédisposition génétique à l'obésité tout simplement, ou bien un problème de comportement lié à un problème psychologique derrière. En tout cas, j'espère que le téléspectateur aura pris tout cela comme conseil à garder absolument, faire attention bien sûr à tous leurs proches qui les entourent, bien entendu. Merci beaucoup Ania pour tous ces conseils. En tout cas, peut-être les emmener chez Nabila faire une thérapie carrément, et les emmènerait faire un bon bol d'air en pleine montagne. La meilleure thérapie. La meilleure thérapie, tout à fait, pour enlever tout ce stress et ces désagréments. On va retrouver tout de suite Nabila, juste avec ce jingle. Tout de suite, Tourisme avec Nabila.
C'est dur de reprendre après tout ça. Mais non, oui, c'est Un bon bol d'air. Oui, un bon C'est bol ça d'air. qu'on propose, en tout cas à toutes ces personnes qui sont peut-être en post-dépression, dépression. C'est la ça, meilleure vie, prévention. Hein, La prévention. Voyager, en ce moment, c'est la mer. Hein. Ouais. Il faut. La dernière fois, j'avais une discussion avec ma petite sœur. Je lui disais, elle n'était pas bien. Enfin, elle me disait, je sais pas, je dois faire du yoga ou je dois faire. Je lui dis, mais viens plonger. Ouais. Et pour elle, je disais ça comme ça. Je lui dis, une fois, j'étais pas bien, ça peut arriver. Et en faisant le plongeon, j'avais l'impression que j'avais le feu était, qui m'animait, et j'avais l'impression. Quand on met voilà, et ça fait. J'avais cette impression incroyable, et après, ça s'est avéré. Elle a fait des recherches, elle est très recherche et tout. On fait, écoute, ce qu'on a parlé de la dernière fois, d'être à la mer, l'eau de mer, l'eau salée, c'est bénéfique, soigne et bénéfique, et les ondes positives. Donc oui, il faut. Exactement. Mais de toute façon, oui, même pour les thalassos, l'eau de mer, avec les algues, donc c'est pas anodin tout ça. Hein. Tout à fait, le soleil. Et c'est pour ça que la rubrique dans laquelle je passe s'appelle santé bien-être, parce que le bien-être est complètement lié à la c'est ça, santé. très important. Et bien sûr, le soleil donc de Ténès. Exactement. Aussi donc très bon et très bénéfique. Exactement. Donc cette fois-ci, à chaque fois on me disait, tu vas beaucoup plus, les périples de Nabila vont beaucoup plus vers l'est. Et c'est vrai que voilà, on commence petit à petit à aller vers l'ouest. Bon, c'est pas très loin, mais Ténès, voilà, a toujours attisé ma curiosité. Bon, on connaît Beni Houa, on connaît, bon, c'est la wilaya de Chlef, anciennement le Snam. Et cette fois-ci, on est parti à Ténès. On voulait faire quelques régions aux alentours, mais arrivé là-bas, on a trouvé, mais voilà, c'est incroyable. Donc j'aimerais, je ne sais pas si on doit déjà commencer avec le premier extrait, et on en parle après parce que c'est assez exceptionnel hein, quand même. On commence déjà avec le petit-déj spécial Ténès. Il commence comme ça, petit-déj. Et voilà les sardines de Ténès. Sardines petit-déj. Ténès de bon matin. Franchement, j'en ai mangé peut-être à 10h, à 11h, mais Sbah Rabbi Hagdaya, c'est quelque chose. En fait, cette tradition, elle vient, tu sais, Ténès, c'est une ville de pêcheurs, et ils sortent le soir à 19h, ils rentrent à 4h du matin. C'est vrai. Et quand ils arrivent à 4h du matin, ils disent, on va manger la sardine hayya, c'est-à-dire la sardine vivante. D'accord. Quand ils arrivent au port ou sur place, ils allument leur petit barbecue, tu sais qu'ils sont passés la nuit éveillés, pas comme nous. Oui. Et au petit déjeuner, donc ils mangent la sardine. Donc c'est une coutume à Agda. Voilà, tout à fait. Et c'est resté dans la tradition à Ténès. Et ça a basculé dans les maisons. Exactement. Pas de souci. Écoute, Allah yislimek, écoute, moi je vais nakhd wahda. Bon, j'ai l'habitude à. C'est la première fois que tu manges au petit déjeuner la sardine. Ah oui. Un maximum, c'était 10h30, 11h, peut-être les matinées à Agda, mais pas. Le soleil. Donc oui, on est obligé. Enfin, je disais, elle me posait la question à quelle heure est-ce que c'est vrai? Oui, par rapport à la lumière, on était obligé. Oui, 8h du matin. La sardine, bon. Pas dans toutes les maisons, on fait ça, mais c'est beaucoup plus, comme l'a expliqué la dame. Oui. J'ai oublié Messa, voilà. Messa l'a expliqué, c'est vrai, c'est les chalutiers, les pêcheurs là-bas qui, quand ils rentrent à 4h du matin, ils sont fatigués, mais ils ont une petite faim et surtout beaucoup de sardines. Donc ils prennent ça, voilà. Elle était délicieuse, plein d'iode, il y a l'air marin. Mais c'est vrai, ça sort de l'ordinaire et au périple de Nabila, on essaye toujours. Hein, oui, on essaye. Mais on essaye. Mais voilà, mais Ténès, voilà, c'est une région qui regorge d'histoire, qui a et d'ailleurs forêt, mer et terre. Mais franchement, il y a de quoi faire. Déjà, moi, je pensais qu'on pouvait aller passer un week-end, mais on pourrait passer facilement la semaine. Déjà, il y a la maison, il y a des hôtels, il y a la maison du plongeur, hein, qui est là, pas que pour les plongeurs.
les familles, ceux qui plongent ou non, peuvent aller à la maison, vous pouvez louer là-bas, sortir en mer. Elle propose des sorties en mer, en kayak, elle peut vous laisser la journée dans des criques fabuleuses. D'ailleurs, justement, le deuxième extrait, on va parler de la plongée, mais c'est juste pour vous montrer aussi la beauté de la côte. Elle adore la plongée. On y va. Every moment feels so bright. You turn darkness into light. You are my greatest gift. Every breath, every wish. In your arms I feel complete. You're the rhythm in my beat, 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 beat. Gift, gift, gift. You light up my soul. Gift, gift, gift. You make me whole. Gift, gift, gift. Never letting go. You're the love I know. Even when the sky turns gray, I'll never walk away. Through the storm and through the flame, I will always say your name. Très, très agréable, ça donne envie. Là où Nabila part, il faut qu'elle plonge. Donc lazim, mais c'était juste voilà pour donner une idée. Elle propose des activités dans ce sens et comme on peut trouver sur les réseaux sociaux la maison du plongeur, comme ça on peut appeler et réserver bien sûr. On peut aller entre amis, en famille, seul. C'est vraiment très agréable. Et je disais à Amel, maintenant c'est pas loin avec même. C'est vrai qu'il y a l'autoroute. Ouais. Mais nous, on est parti vraiment vers la côte et c'est vraiment très, très agréable. Très beau, sur la Shell et tout pour arriver, c'est pas loin. Trajet déjà. Voilà, et très, voilà, exactement. Donc, arrivé là-bas, on s'est arrêté plusieurs fois, tellement, mais quand on voit toujours la mer, le bleu azur, on est obligé de s'arrêter, de contempler. Il y a des petits singes aussi. De choisir un lieu, de dire peut-être ça serait ma prochaine escale. Exactement, exactement. Et le troisième extrait, c'est vrai qu'on avait commencé très tôt avant d'aller plonger avec la sardine, mais là il y a un mets à Ténès que je ne connaissais pas. Bon, c'est connu à travers le territoire national, le marcouda, c'est à base de pommes de terre frites, mais là c'est le marcoud. Ils appellent ça le marcoud. Ils disent nous on n'a pas besoin de tamarbota, non on n'en a pas besoin. Et c'est, croyez-moi, c'est pas pour faire genre, ça se fait aussi dans la wilaya de Chlef, l'Snam, mais vraiment, il y a quelques familles là-bas qui ont gardé la recette entre eux et que ça se transmet. De toute façon, on va voir ça dans l'extrait. Voilà. On y va. Après cette bonne plongée, direction la ville de Ténès, où je vais rencontrer Monsieur Marwan Sefta, ancien professeur d'histoire et actuellement guide touristique de la région dont il est natif. Amoureux de sa ville, il la nomme Ténès, la ville aux 1000 légendes. On est en plein centre-ville de Ténès. Oui. C'est la rue de la Révolution qui est très animée, plein de commerce. C'est ça. Et plus d'activités pendant la saison estivale. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est les arbres, tout au long du boulevard. Oui. C'est vraiment merveilleux. On est à l'ombre. On est à l'ombre ici, même pendant la saison estivale, on ne s'inquiète pas. Justement, ce matin, on a fait une plongée formidable, la maison du plongeur, qui était, on a pu découvrir aussi plein de criques, ce que regorge, vous connaissez ça? Oui, il y a plusieurs criques, quelles que soient rocheuses ou bien sableuses. Oui, c'est ça. Et on invite les Algériens à visiter notre ville pour découvrir ici. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va prendre, après cette petite plongée, on va prendre un mets traditionnel de Ténès qui est une marhoud. Une marhoud. C'est à base de pommes de terre et quelques petits secrets qu'on va découvrir. Une marhoud qui est connue. C'est une marhoud. Il y a le tamarbota, il n'y en a pas. Je vais vous découvrir, je vais vous inviter à découvrir Super. Comme Doubara est pour les gens de Biskra, ou le Hummus pour les Constantinois,
El Marcoud a une place spéciale pour les gens de Ténès. Pas la peine d'essayer de connaître la recette. C'est un secret de famille qui se transmet de père en fils chez la famille de Hadj Yousfi. Et croyez-moi, c'est un délice. Ça donne. Je fais pas. Oui, surtout en ce moment. Donc, et oui, je disais donc c'est à base de pommes de terre. C'est à base de. J'imagine à la régie là. Donc à base de pommes de terre, mais on ne veut pas dire parce que donc il y a 2-3 familles. Il y a le secret. Moi j'ai ressenti peut-être un peu de béchamel ou là, de crème liquide, je ne sais pas. Mais c'est vrai, en rajoutant du vinaigre, et ben, comme c'est frit, on a tendance à se dire peut-être qu'on a des reflux ou là des... Ben non, c'est très léger. On mange ça alors avec du pain, avec des œufs durs. Et comme je disais, du vinaigre, oui, il vaut mieux mettre du vinaigre. Et comme pour les biscuits, ils prennent la doubara, mais bon, c'est pour l'hiver. Mais là, c'est pas pour déjeuner. Hein. On peut déjeuner avec, mais c'est beaucoup plus vers 10h, 11h. Le réalisateur nous dit, malgré ça, malgré le vinaigre, malgré tout ça, on prend du poids quand même, hein, parce que c'est riche quand même. Hein, c'est le lien. Le vinaigre aide à juste faire passer. Le poids, on va manger que de la fenouil. Après les conseils de Ania, c'est clair qu'il faut faire attention. Oui, non, mais pas tous les jours. Mais c'est vrai que... Et on a essayé de se faire livrer le marcoud là où on était, ça n'a pas le même goût. Ah ouais? Je sais pas. C'est comme la garantetta. Exactement, vaut mieux la manger là-bas. Ouais, sur place. Sur place. Donc voilà, j'ai pris juste 3 arrêts de tennis pour aujourd'hui. La sardine à 8h du matin. Et la plongée. La plongée. Après, dans une mer turquoise aussi. Oui, turquoise. Non, et c'est des criques. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas accessible. Donc il faut avoir un bateau, connaître quelqu'un, et c'est pas bien peut-être. Mais ça permet aussi de garder l'endroit propre et de préserver nos côtes. Mais bon, il y a des plages quand même accessibles. Bien sûr, il y a des plages. Aux estivants. Mais les criques les plus incroyables, voilà. Ouais. Il faut connaître Messa. Voilà, il faut connaître Messa. Il n'y a pas eu de parapente cette fois-ci? Non. Il y a eu donc des sorties, des rencontres avec des personnes qui ont raconté. Voilà, et les légendes, on parlait de 1000 légendes. Oui, il y a plein de légendes, on va en parler la prochaine fois. C'est des Marwan, c'est des Ma'ammar, c'est des Abdelkader. Donc c'est très riche comme histoire. Il y a aussi, ils ont connu des conquêtes. Hein. Il y a eu les Phéniciens, les Romains, les Turcs. Donc Tunis, franchement, il y a de quoi faire, et par rapport au guide de M. Marwan, franchement, vous pouvez passer un agréable séjour. La matinée visite, l'après-midi plage, et entre deux, sardines et marcoud. Voilà. La maison du plongeur, c'est le même guide, la même personne. Non, c'est une autre personne. Il y a Vinette aussi, la légende de Maman Vinette. Exactement. C'est plutôt Bni Hawa. Tout à fait. Et l'aqueduc qu'on vous a vu donc. L'aqueduc aussi. Exactement, qui est fabriqué juste avec du fer, qui est resté là. C'est l'ancien chemin du train, et c'est resté intact. Et là-bas, on peut aller quand même. Hein. Non. Et donc on va là-bas, il y a une espèce de tunnel où on va, avec le guide, on va aller faire de la randonnée là-bas, c'est très agréable. Voilà, il y a des cascades. Que le téléspectateur aura donc choisi cette destination pour ce week-end, pourquoi pas. Exactement. Merci beaucoup, Nabila. Qu'il vente ou qu'il pleuve, Ténès, c'est accueillir ses convives. En tout cas, une destination à faire absolument. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nabila. à toi, merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Si t'es pas en mission, oui, bien sûr. exactement. Voilà. C'est pas sur les routes, parce que Nabila est souvent sur les routes et en train de nous faire de nous rapporter toutes ces belles images. Merci. Bon week-end, enfin bon courage pour la semaine. Et puis Ania aussi, on se retrouvera dès la semaine prochaine aussi, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente matinée à vous tous.
tous. Merci à la Régie 7. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Yazid, Amira et notre réalisateur aussi. Et puis on se dit, juste après le bonjour, il y a l'instant matin avec Marie Moussaïd. Bonne journée. Au revoir.